On ne le dira jamais assez. Monsieur Christian, M. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir de manière criminelle. Le coup d'État parmi les plus sanglants, pour ne pas dire le plus sanglant, du continent africain. Quand quelqu'un arrive dans ces conditions, ou disons se donne les moyens pour arriver dans ces conditions, c'est clair et net. C'est parce qu'il est convaincu, et en l'occurrence ce n'est pas faux, qu'il ne pouvait pas accéder au pouvoir par les urnes, c'est-à-dire de façon démocratique. C'est clair et net. Si M. Sassou Nguesso avait deux chances sur 100 d'arriver au pouvoir par les urnes, il n'aurait jamais fait de coup d'État. Donc, s'il a fait le coup d'État, c'est tout à fait logique. Au-delà, disons, de la démonstration des faits sur lesquels il n'est pas nécessaire de revenir. M. Sassou Nguesso a fait le choix du coup d'État parce qu'il savait, il était convaincu, et à juste raison, qu'il n'arriverait jamais au pouvoir par les urnes. Il a institutionnalisé le coup d'État. C'est-à-dire, il fait de telle sorte qu'effectivement, plus jamais, les urnes ne puissent être l'élément déterminant d'accès, de gestion du pouvoir, mais également, je vais dire, disons, de la fin du pouvoir. Je suis là en train de dire que tout ce qu'on appelle élection au Congo, quel que soit le niveau, c'est une mise en scène. M. Sassou Nguesso lui-même, le 16 juin 1997, il a donné, disons, une interview à la Croix, et là, il l'opposait au président Lissouba. Qu'est-ce qu'il disait? Il faut que M. Lissouba redevienne citoyen candidat pour que les élections soient égales pour tous. Ça veut dire quoi? Il dit clairement que quand quelqu'un est au pouvoir, il organise des élections ne sont pas égales. C'est lui qui le dit. C'est dans le journal La Croix du 16 juin 1997. Son juriste à tout faire, ancien prof de droit qui est maintenant, disons, juge dans sa cour constitutionnelle. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je le répète, je le rappelle, il dit ceci: les autorités congolaises brillent par l'organisation des élections truquées, donc les résultats sont connus quasiment d'avance. C'est lui qui le dit. Il est juge constitutionnel. Vous parlez de qui là? C'est Monsieur Moudoudou, qui est enseignant de droit. Le PCT, c'est le parti du coup d'État permanent. Le PCT, c'est le parti du crime. Le PCT, c'est le parti du pillage. Le PCT, c'est le parti des antivaleurs. Ils sont comme ça. Bonjour, professeur Félix Bankunda-Pelé, vous êtes diplômé des Sciences Po, enseignant-chercheur, juriste et politologue, consultant, constitutionnaliste. Merci d'accepter donc cette interview qui portera sur l'actualité politique du Congo-Brazzaville et sur l'international, notamment la guerre d'influence en Afrique. C'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir aussi sur notre plateau. Bonjour et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Bonjour, bonsoir à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs. C'est toujours un honneur pour moi de vous compter parmi nous. Et vous avez d'ailleurs bien fait, liker, partager. Vous pouvez aussi cliquer sur les étoiles pour soutenir financièrement votre canal d'information Télér TV. Moi, c'est Christian Perrin. Professeur Félix Bankunda-Pelé, nous allons commencer par la loi qui venait d'être adoptée au Congo-Brazzaville, la loi qui porte sur, bien sûr, la retraite à 65 ans au Congo-Brazzaville. Lorsqu'on sait que dans ce pays, 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, l'espérance de vie, c'est 50 ans, autour de là, le système de santé ne fonctionne pas du tout. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Beaucoup de choses, M. Perrin. Je vais vous le dire tout de suite. Moi, j'ai commencé mes premiers travaux de recherche et mes publications sur le droit à la fonction publique. Donc, je sais en gros les différents problèmes qui se posent à cet égard. Et il est vrai, soyons clairs et objectifs. Moi, ça me choque un peu, disons, chaque fois quand je disais, pour rester, disons, uniquement sur la question essentielle de l'âge que vous posez, je trouvais anormal que dans un pays où, par exemple, il manque de médecins, où il y a insuffisance de médecins, ou mauvaise, disons, répartition de médecins sur l'ensemble du territoire, qu'on envoie les médecins, disons, à la retraite à 60 ans. Ça n'avait pas de sens. Même si, effectivement, l'estimation, disons, de vie est relativement limitée. Je trouvais également anormal que pour les universitaires, par exemple,
certains étaient envoyés à la retraite et puis on a monté 62, ensuite 65 ans. Bon, là, ça semble un peu normal, pour la bonne et simple raison, prenons des médecins et les universitaires, comme je venais de dire, nous sommes là, disons, dans les catégories aisées de la société congolaise, et où l'on estime, par exemple, que, ben oui, effectivement, ils ne sont pas astreints, je veux dire, disons, à des efforts physiques, donc très éprouvants. Bon, donc, ça, on peut comprendre. On peut comprendre qu'effectivement, l'on puisse retenir l'âge de la retraite à 65 ans. Mais pour quelle catégorie? Je viens de le dire implicitement, directement, ben, pour les catégories aisées. Bon, qu'est-ce qu'on en fait, disons, des catégories, je vais dire, qui exercent les métiers les plus éprouvants? Je n'ai pas lu les détails, je n'ai lu que les commentaires, je n'ai pas lu les détails de la loi, mais j'espère, je suppose, que pour ceux qui sont dans les métiers les plus éprouvants, un peu comme on a suivi le débat en France, que pour ceux-là, effectivement, on gardera effectivement l'âge de la retraite, disons, à 50, 55 ans peut-être. Voilà, parce que effectivement, je veux dire, pour ceux-là, effectivement, les conditions sont plus difficiles. Mais il faut dire quelque chose. Disons qu'il faut préciser qu'il ne relève pas du droit. Cher Christian, il faut constater que, si vous suivez, je veux dire, l'expression, disons, des principaux intéressés en France et au Congo, vous remarquerez que dans le cas, par exemple, de la France ou d'autres pays, disons, de même niveau de développement, en général, les fonctionnaires sont plutôt pressés d'aller à la retraite. Tandis que, disons, dans nos pays, en Afrique, au Congo principalement, puisque c'est du Congo que nous parlons, quand on annonce la retraite, c'est une épreuve. Les gens sont déçus, sont choqués. Et pourquoi? Parce que en réalité, la situation des retraités n'est pas, je veux dire, bien arrangée. C'est des épreuves, c'est des incertitudes. Vous connaissez la formule qu'on utilise là-bas, donc c'est des serpents sans venin, c'est-à-dire que ceux que l'on peut malmener sans effectivement qu'ils ne puissent réagir, ils n'ont aucun moyen. C'est aussi parce que, en réalité, bon nombre de nos compatriotes qui sont dans la fonction publique font, disons, de l'administration, en quelque sorte, un contexte de transaction, un contexte de puissance, un contexte de négociation. Et que quand vous quittez la fonction publique, eh bien, vous n'êtes plus sans recours. Donc, je voulais dire par là que, moi, je me rappelle d'ailleurs, quand j'ai fait mes premiers travaux sur le droit de la fonction publique, que la grande majorité des agents de l'État n'allaient même pas en congé. Ils n'allaient même pas en congé et ça les arrangeait. Et qu'au contraire, quand on a systématisé les congés qui sont annuels, la grande majorité était déçue. Et pourquoi? Mais tout simplement parce qu'effectivement, ils n'ont pas des moyens qui permettent effectivement de faire, disons, des congés, un moyen en quelque sorte pour se requinquer, pour se donner plus d'énergie. Oui. Donc ça montre la spécificité de notre fonction publique, comme Brazzaville. Moi, je pense que pour mettre, je vais dire, tout cela dans l'ordre, je vais dire, mettre beaucoup plus d'objectivité, beaucoup plus, je vais dire, disons, d'adaptation, ce que l'on devrait faire, effectivement, disons, pour la fonction publique, le droit à la fonction publique, c'est vraiment qu'il y ait un débat profond et serré là-dessus. De telle sorte que, par exemple, que l'on dise clairement que on ne peut pas envoyer un fonctionnaire à la retraite avant d'avoir régularisé sa situation en amont. C'est-à-dire que dès le moment où vous allez à la retraite, où on dit que vous allez à la retraite, automatiquement, la situation financière, c'est-à-dire la pension, est arrangée. Voilà. Donc là, ce serait beaucoup plus clair. Par contre, si cette situation et bon nombre ne sont pas arrangés, vous voyez ce que ça signifie. Mais il y a une autre question. Mais professeur Fondapele, est-ce qu'on peut penser que c'est... Parce que nous savons la situation actuelle des retraités au Congo-Brazzaville qui cumulent actuellement, si je ne me trompe pas, autour de 36 voire 40 mois d'arriéré de leur pension. Est-ce qu'ils auront voulu le faire ou ils le font pour éviter de continuer à cumuler les retraités, finaliser d'abord le dossier avec les retraités qui existent aujourd'hui et qui posent problème, pour commencer à lâcher encore au niveau de la fonction publique. Mais dans le même temps, nous avons quand même 60% des jeunes Congolais qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'emploi. Voyons d'abord dans les motivations de cette réforme. Les dessous
ne sont pas fondés sur ce que nous sommes en train de traiter. On sait que parmi les proches de M. Sassou Nguesso, eh bien, nombreux, on le dénonce depuis longtemps sur place et sur les réseaux sociaux, nombreux devaient être à la retraite et puis ne veulent pas y aller. C'est-à-dire ne veulent pas perdre effectivement ces privilèges dont je venais de parler. C'est-à-dire pas les salaires, mais les privilèges, disons, selon lesquels effectivement la fonction que l'on exerce, c'est du pouvoir. La fonction que l'on exerce, c'est un lieu de négociation. Donc voilà effectivement les raisons qui ont principalement motivé le pouvoir, c'est-à-dire tenter d'adapter cette situation, je vais dire cette situation disons, des courtisans effectivement du pouvoir qu'il fallait satisfaire et qui résistaient même en disant que nous n'accepterons pas d'aller à la retraite. Donc les motivations réelles, fondamentales. Oui, c'est le cas par exemple aujourd'hui du patron de la police congolaise, Jean-François Ndenge, mais on verra aussi, je crois, Gilbert Ondongo aussi, qui était pratiquement à la retraite, mais qui a été encore repêché pour être conseiller spécial de Denis Sassou Nguesso. Il y a tout un tas de... Voilà. Donc ça, c'est des cas emblématiques, mais en réalité, il y en a bon nombre d'autres. Donc ce n'est pas véritablement, je vais dire, sur les questions, je vais dire, sur la problématique d'intérêt général que, ben, effectivement, il y a eu cette adaptation, cette réforme. C'est d'abord et avant tout pour satisfaire, disons, ceux qui, je vais dire, en lien direct avec le pouvoir, qu'on a élargi pour dire, ben oui, adaptons la réalité, disons, pardon, la loi ou la réforme par rapport à la réalité. Voilà, donc ils ont élargi en disant que, ben oui, au lieu que ce soit des pratiques, des demandes d'exception, disons non, faisons tout simplement de telle sorte que, effectivement, l'on puisse, en quelque sorte, décaler l'âge de la retraite pour, voilà, donc c'est ça. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un impact négatif dans le système, bien sûr, de l'emploi, notamment au niveau des recrutements? Plus les gens restent longtemps à leur poste? C'est ce que j'allais dire. En 1985, quand il y a le premier PASS, le premier programme d'ajustement structurel, et que sont suspendus effectivement les recrutements dans la fonction publique, du moins pour le grand nombre, parce qu'en réalité, il y avait, dès que, donc je disais que j'ai fait mes premiers travaux, disons, universitaires sur le droit de la fonction publique. J'ai écrit à ce moment-là, disons, une étude qui est intitulée La fonction publique congolaise à l'heure du programme d'ajustement structurel. Une fonction publique d'exception, c'était comme ça que j'étais comme pour dire, mais est-ce que, finalement, puisque tout le monde s'accordait à dire que la fonction publique n'est pas très productive, on s'accordait à dire également que, oui, elle était pléthorique, en réalité, pas pléthorique, mais qu'il y avait mauvaise distribution, effectivement, du personnel de la fonction publique. Et que, en réalité, voilà, la question n'était pas véritablement, je veux dire, bien posée. Et donc, à ce moment-là, l'une des questions que j'avais effectivement, disons, abordées, c'était la suivante. Bon, le but recherché, est-ce disons, celui d'une fonction publique productive ou une fonction publique, c'est-à-dire une fonction publique rationnelle, à l'image donc d'une entreprise privée. Parce que vous savez, dans une entreprise privée, le premier but recherché, c'est le profit. C'est le modèle américain, qu'on appelle donc la fonction publique ouverte. Le but recherché, c'est-à-dire de la même façon que dans l'entreprise, on recrute par rapport uniquement à l'intérêt visé, c'est-à-dire le profit. Dans notre modèle qu'on appelle la fonction publique fermée, la fonction publique ne fonctionne pas comme une entreprise. Le but envisagé, c'est celui de satisfaire l'intérêt général. Donc, je veux dire, on ne regardait pas de façon rigoureuse la question, par exemple, disons, de la conformité du profil effectivement de l'agent à recruter ou de l'agent en poste par rapport effectivement au travail. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, se pose la question de savoir, voilà, se pose la question de savoir, mais comment faire de telle sorte que, disons, en quelque sorte, le bien-être social soit au maximum satisfait dans la société, sans pour autant voir exclusivement le profit. Oui. Et donc, cette question intégrait, c'est-à-dire cette problématique intégrait la question des jeunes qui étaient au chômage, qui étaient très nombreux. Moi, ça m'a frappé. Les 2 dernières fois que je suis allé au Congo, je veux dire après 13 ans d'absence, c'est-à-dire en 2014 et puis en 2018, de constater un très grand nombre de mes anciens étudiants étaient en train d'entretenir des kiosques. Je dis bien des kiosques. Voilà, j'ai causé avec quelques-uns qui m'ont dit ce qu'ils gagnaient. Croyez-moi, monsieur Perrin, c'était choquant, vraiment choquant. Bon, donc, moi, je pense que le problème dans cette loi, un peu pour résumer, le problème dans cette loi, c'est que les motivations de départ,
les motivations de départ ne sont pas, je vais dire, disons, justifiées par, je vais dire, l'intérêt général, ne sont pas justifiées par le bien-être social, mais sont beaucoup plus motivées par la logique, disons, du pouvoir qui est là, c'est-à-dire que, je vais dire, disons, les courtisans... Protéger ses lieutenants, c'est ça? Voilà, les gens proches du pouvoir. Et que finalement, dans cette logique, on n'a même pas vu cette problématique que vous posez qui est tout à fait normale, c'est-à-dire de dire, est-ce qu'en retardant la retraite, bon, on ne bloque pas de plus en plus la possibilité pour les plus jeunes, effectivement, d'accéder à la fonction publique. Fonction publique qui, chez nous, disons-le en Afrique, au Congo particulièrement, est la principale entreprise du pays. C'est la principale industrie du pays. Donc, voilà effectivement la problématique. C'est-à-dire, donc, en gros, bon nombre de questions qui auraient pu être résolues, disons, à cette occasion, c'est-à-dire à l'occasion de cette réforme, n'ont pas été vues. On est allé, disons, je veux dire, disons, d'une problématique biaisée qui est celle, effectivement, de satisfaire les courtisans. Voilà ce que je peux dire en mots. Mais je pense que si on devait voir toutes ces questions, on ne pourrait pas faire l'économie, effectivement, du parallèle que l'on ferait entre, effectivement, le besoin de donner de l'emploi aux plus jeunes et, je vais dire, la question de l'âge de retraite, effectivement, de ceux qui y sont déjà. Venons donc à l'actualité politique du Congo-Brazzaville. Les résultats du scrutin des législatives 2022 au Congo-Brazzaville sont désormais connus. Le PCT, qui a pourtant brillé par les fraudes massives et les tricheries à ciel ouvert, il faut le dire comme ça, a malgré tout cela eu la large majorité au Parlement, s'il faut le dire ainsi, avec 111 députés. Et suivi donc des deux autres petits partis en termes de nombre, bien sûr, les députés, 7 pour Yoki, 7 pour l'UPADES et 1 pour le MUST. En politique, disiez-vous, professeur, l'autoproclamation et petit mensonge ont toujours fait bon ménage. Mais à la différence de degré, Denis Sassou Nguesso serait parmi les champions en la matière. Est-ce qu'on peut faire un lien entre cette affirmation et les résultats que nous avons aujourd'hui, vu bien entendu le processus et tel que les choses se sont déroulées au Congo-Brazzaville? C'est une question très importante qui demanderait, je vais dire, un très grand développement. Mais je vais essayer de rester dans les grandes lignes pour essayer de faire comprendre, disons, à ceux qui peuvent nous écouter ce qui se passe. On ne le dira jamais assez, mon cher Christian. M. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir de manière criminelle. Le coup d'État parmi les plus sanglants, pour ne pas dire le plus sanglant, du continent africain. Quand quelqu'un arrive dans ces conditions, ou disons se donne les moyens pour arriver dans ces conditions, c'est clair et net. C'est parce qu'il est convaincu, et en l'occurrence, ce n'est pas faux, qu'il ne pouvait pas accéder au pouvoir par les urnes, c'est-à-dire de façon démocratique. C'est clair et net. Si M. Sassou Nguesso avait deux chances sur 100 d'arriver au pouvoir par les urnes, il n'aurait jamais fait de coup d'État. Donc, s'il a fait des coups d'État, c'est tout à fait logique. Au-delà, disons, de la démonstration des faits sur lesquels il n'est pas nécessaire de revenir. M. Sassou Nguesso a fait le choix du coup d'État parce qu'il savait, il était convaincu, et à juste raison, qu'il n'arriverait jamais au pouvoir par les urnes. Et qu'est-ce qu'il fait quand il arrive au pouvoir? Il institutionnalise, je vais dire, le coup d'État. Il institutionnalise le coup d'État. C'est-à-dire, il fait de telle sorte qu'effectivement, plus jamais, les urnes ne puissent être l'élément déterminant d'accès, de gestion du pouvoir, mais également, je vais dire, disons, de la fin du pouvoir. Oui, donc, en fait, je suis là en train de dire que tout ce qu'on appelle élection au Congo, quel que soit le niveau, c'est une mise en scène. Il faut rappeler à ceux qui nous écoutent, mon cher Christian, il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que le Congo est l'un des rares pays au monde où les maires sont nommés. Il faut le dire. Là, il n'est pas passé par 4 chemins. Le Congo est l'un des rares pays au monde où les maires sont nommés. Or, le maire, c'est, je vais dire, le représentant le plus proche des citoyens. Hey, avant même de parler du président, avant même de parler du député, le Congo est l'un des rares pays au monde où les maires sont nommés. Parfois, les gens ne le savent pas ou bien l'ont oublié. Et à ce moment-là, on peut se poser la question de savoir à quoi rime, je ne parle pas de lui-même, mais faisons déjà le constat. Ça fait maintenant
4 élections présidentielles, 4 élections législatives où les urnes, entre guillemets, donnent le même résultat. Ça donne le même résultat. Je vous le dis, dans la lecture, je vais dire, scientifique, disons, du phénomène politique et électoral, c'est, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Quand 4 présidentielles, 4 législatives donnent le même résultat, c'est une anomalie. Parce que le phénomène, je vais dire, disons, l'analyse scientifique démontre que quand on est au pouvoir, eh bien, en général, effectivement, quelles que soient vos qualités, eh bien, je vais dire, disons, le besoin, le choix, disons, ou l'appréciation évolue de façon négative. C'est-à-dire que si on vous apprécie à 80%, eh bien, au bout de 2 élections, eh bien, vous allez forcément descendre. C'est-à-dire que vous n'aurez plus les mêmes résultats. Et donc, le système politique Brazzaville fait la démonstration contraire des lois sociopolitiques établies. Au Congo, c'est plutôt une évolution, si ce n'est pas, disons, je vais dire, une confirmation, c'est-à-dire une constance, c'est plutôt une évolution exponentielle. C'est d'ailleurs ce que nous avons dit en avril, disons, l'année dernière, quand nous avons analysé ce. Oui, évidemment, comme vous êtes en train de le dire, malgré les réalités socio-économiques au Congo-Brazzaville, les résultats restent les mêmes. Alors qu'au premier tour, on peut comprendre, parce qu'on ne connaît pas encore l'homme, ce sont des promesses. Écoutez, on se dit, bah, allons d'abord avec le monsieur, on va voir ce qu'il va donner. Après un mandat, on commence à découvrir qui est la personne. Deuxième mandat, troisième mandat, mais quand les résultats restent constants, évidemment, comme vous le dites, il y a un souci. C'est tout à fait simple. N'allons pas très loin, disons, je vais dire, dans l'explication théorique. Prenons le cas du général de Gaulle. Le général de Gaulle arrive au pouvoir en 1958. Et on connaît, disons, l'expression de son prédécesseur, René Coty, qui va lui laisser la place parce qu'on dit que c'est le président de la 5e République, c'est aussi le dernier président de la 4e République, puisque ben, c'est son prédécesseur, c'est-à-dire René Coty, qui le reçoit d'abord, en gros l'installe avant même que de Gaulle lui-même crée, disons, la 5e République. Pourquoi? C'est en raison, effectivement, de son cursus politique et militaire. J'étais encore, il n'y a pas longtemps, en train de voir, disons, un documentaire là-dessus, le général Charles de Gaulle, le dernier des géants. Je veux dire, chaque fois quand on consulte les Français, ils mettent effectivement le général de Gaulle comme, je vais dire, disons, l'image la plus puissante, la plus aimée, ou disons, bon, voilà, un homme sans égal. Mais, mon cher Christian, nous savons comment cela a évolué. Il y a eu la première élection, donc de 58, qui était indirecte, c'est-à-dire qui n'était pas élu au suffrage universel. En 65, il y a ballotage. Et puis, ben, voilà, en 62, en 62, il change de modèle, il faut d'abord le préciser. En 58, il n'est pas élu directement au suffrage direct, mais plutôt au suffrage indirect. En 62, il y a modification de la Constitution pour l'élection au suffrage universel. Et quand on organise les élections de 65, il est en ballotage avec François Mitterrand. Et en 69, en raison d'un caprice qu'il voulait satisfaire, notamment la réforme sur, disons, le Sénat et la régionalisation. Donc, effectivement, il consulte les Français pour un référendum et il dit, ben oui, voilà, si vous ne me donnez pas satisfaction, je m'en vais. Et les Français, malgré le respect, malgré l'estime qu'ils avaient pour le général de Gaulle, bon, ont trouvé que ben, trop c'était trop en matière de caprice et qu'il fallait que ça s'arrête. Ils ont répondu négativement, le général de Gaulle est parti. Est-ce que si on prend, disons, 1 sur 100, 100%, il peut y avoir, disons, une comparaison entre, je vais dire, Sassou Nguesso et le général de Gaulle. C'est le jour et la nuit. Eh bien, voilà un Sassou Nguesso qui, pendant 4 mandats, est toujours élu comme ça, tranquillement. Et puis, un général de Gaulle qui, au bout de, disons, de quelques 11 ans, ben, les Français ont dit non, non, il faut que ça s'arrête. Donc, vous comprenez ce que j'ai l'habitude de dire. Sassou Nguesso prend ses compatriotes pour des imbéciles. Je suis direct là. Sassou Nguesso défie ou, disons, aime bien insulter la raison et l'intelligence. Sassou Nguesso, ben, je vais dire, c'est un individu sans scrupule. C'est cela. Parce qu'on ne peut pas comprendre que, de la même façon, disons, quand on regarde effectivement la réalité sociopolitique, ben, c'est, je vais dire, la catastrophe.
Et en même temps, il veut faire croire que, malgré, je vais dire, disons, ce profil négatif de la réalité du Congo, la réalité sociale, économique, politique du Congo, eh bien, les Congolais vont toujours, je vais dire, disons, les lire. C'est totalement, je vais dire, incompréhensible. Mais on sait ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que oui, mais dans le cadre, par exemple, des députations, on peut penser que les candidats qui se sont présentés aux électeurs ont peut-être pu convaincre, non? Je voulais en quelque sorte montrer le tableau général pour dire qu'en réalité, la vie politique, et notamment, disons, les consultations, ne sont qu'une formalité pour le pouvoir, ne sont qu'un argument marketing, c'est-à-dire que ce n'est pas là. Et c'est pour ça que, par exemple, dans ce que nous allons aborder sur éventuellement la question de Bouillonzi, vous verrez que ça explique bon nombre de choses, puisque là-bas, bon, ils ont appliqué ce que j'appellerais, disons, la stratégie du Lunguba, c'est-à-dire donc la stratégie de la cacahuète, et qui à 90% a fonctionné. Donc, le tableau, c'est d'abord celui-là. Qu'en réalité, M. Sassou Nguesso organise les élections, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire présidentielles ou législatives, uniquement pour du marketing. Mais je pense qu'aujourd'hui, pratiquement tous les Congolais, y compris les observateurs, disons, extérieurs, savent qu'il n'y a pas d'élection au Congo. Voilà, y compris, disons, les proches du pouvoir le disent. Je l'ai déjà dit, je le répète auprès de, disons, de votre micro, M. Perrin. M. Sassou Nguesso lui-même, le 16 juin 1997, il a donné, disons, une interview à la Croix, et là, il l'opposait au président Lissouba. Qu'est-ce qu'il disait? Il faut que M. Lissouba redevienne citoyen candidat pour que les élections soient égales pour tous. Ça veut dire quoi? Il dit clairement que quand quelqu'un est au pouvoir, il organise des élections ne sont pas égales. C'est lui qui le dit. C'est dans le journal La Croix du 16 juin 1997. Oui. Son juriste à tout faire, ancien prof de droit, qui est maintenant, disons, juge dans sa cour constitutionnelle. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je le répète, je le rappelle, il dit ceci: les autorités congolaises brillent par l'organisation des élections truquées, donc les résultats sont connus quasiment d'avance. C'est lui qui le dit. Il est juge constitutionnel. Vous parlez de qui là? C'est Monsieur Moudoudou, qui est enseignant de droit. Donc, il le dit dans une revue que tous les Africains, je veux dire tous les juristes et politistes africains connaissent, qui est la revue juridique et politique des États africains, des États francophones, pardon. C'est un numéro 2, donc effectivement de 2011. Monsieur Evundou, Antoine Evundou, qui est l'éternel préfet, disons, aux élections, qu'est-ce qu'il dit dans le Jeune Afrique comme du 17 juillet 2017, c'est-à-dire après pas ces élections qui viennent d'avoir lieu, mais les précédentes? Il dit, je le cite, à partir de 2011, les élections sont absolument transparentes. C'est lui qui le dit, à partir de 2011. Autrement dit, 2002 et 2009 n'avaient pas été, disons, transparentes, disons, pour les présidentielles, 2002 et 2007 pour les législatives. Quand vous organisez 2 élections législatives, 2 élections présidentielles qui ne sont pas transparentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et au nom de quoi? Autrement dit, M. Evundou, qui est donc préfet chargé des affaires électorales, nous dit que à partir donc des élections de 2016 pour la présidentielle en 2016, ben c'était transparent. Monsieur Perron, nous savons tous que M. Sassou Nguesso a été battu aux élections de 2016. Même ceux qui ne faisaient pas attention à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'à partir de 2016, tout le monde s'est concentré parce qu'il y avait M. Mokoko, qui jusque-là, officiellement était apolitique, venait donc intégrer effectivement, disons, la compétition présidentielle. Tout le monde sait que M. Sassou Nguesso a été battu, et sévèrement, comme en 92. Donc, le préfet chargé des affaires électorales, M. Antoine Evundou, nous dit que non, les élections de 2016 étaient les plus transparentes. De qui se moque-t-on? Oui. Donc, une fois, effectivement, qu'on a établi, je veux dire, disons, ce tableau, qu'on a fait ce tableau-là, on peut se poser la question des législatives, disons, 2022. Il y a quelques jours. Il faut donc commencer par dire ceci. En réalité, les législatives n'est qu'une formalité pour le pouvoir. Bon. Et eux-mêmes savent que les autres, là de la mauvaise foi, les autres en sont conscients. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élaboré une stratégie. Lors de la dernière interview, je vous l'ai dit,
Que voulait le PCT en réalité en mettant en exergue, disons, la circonscription de Mouyonzi? Ce que voulait le pouvoir, c'est ceci, en gros. Si la candidate du PCT perd et que la candidate du MEST, disons, gagne, ce sera l'argument pour dire, eh bien, vous ne pouvez pas nous reprocher, disons, d'organiser des élections pour la forme, des élections qui ne sont pas transparentes, puisque nous avons perdu. En réalité, quand vous regardez, il n'y avait pas d'enjeu politique objectif à Mouyonzi. Il n'y en avait aucun. Pour la bonne et simple raison que le PCT, disons un parti criminel, il faut le dire, objectivement, s'est déjà arrangé à partir de plusieurs mécanismes sur lesquels je ne reviens plus, à faire de telle sorte que dès le premier tour, tout est acquis, c'est-à-dire de la même façon qu'à la présidentielle. Monsieur avec bien sûr 103 députés élus dès le premier tour sur 151. Je vais dire ceci, il n'y avait plus d'enjeu objectif. Il n'y a plus d'enjeu objectif. Mais ce qui est intéressant, à partir de, je veux dire, la circonscription qu'eux-mêmes, c'est-à-dire donc les gens du pouvoir ont voulu mettre en exergue, c'est que c'est révélateur de tout, je veux dire, disons, en quelque sorte, disons, Mouyonzi, c'est, je peux l'appeler donc un écosystème politique et électoral qui, à lui seul, résume tout le fonctionnement, je veux dire, disons, du système politique congolais. C'est-à-dire que vous trouvez tous les éléments. Et là, je vais donc effectivement l'illustrer. Donc, je dis, premièrement, à partir du moment où le PCT s'est déjà arrangé pour avoir 102 députés sur 151 dès le premier tour, il n'avait pas besoin, effectivement, de Mouyonzi. Il n'avait pas besoin de la circonscription de Mouyonzi, qui, lors, disons, des premières consultations, disons, électorales, je vais dire, disons, démocratiques de 92. 92, oui. De 92, Mouyonzi était... Pourquoi je prends 92? Parce qu'après, ben, les chiffres sont biaisés. Mouyonzi était le district le plus peuplé du Congo. Le plus peuplé du Congo. C'est la collectivité la plus dynamique. Donc, 38 000 habitants. Vous connaissez la formule, Mouyonzi travaille et ravitaille. Monsieur Perrin, comment pouvez-vous expliquer que, bon, aujourd'hui, on parle d'au moins 50 000 habitants Mouyonzi? Comment pouvez-vous comprendre qu'avec cette population, Mouyonzi n'est qu'une seule circonscription électorale? C'est-à-dire 50 000 habitants pour une seule circonscription. Oui. Et quand vous prenez, disons, Olombo, qui n'avait pas d'identité électorale avant l'arrivée, le retour de Sassou Nguesso au pouvoir, c'est-à-dire que ce n'était pas véritablement des circonscriptions électorales autonomes, mais qui ont été artificiellement, je dis artificiellement parce que, effectivement, c'est pour les besoins du pouvoir. Deux députés, c'est-à-dire 2 circonscriptions. C'est-à-dire en ayant en gros pratiquement le dixième pour Oyo, ou disons pour Olombo, hein, qui l'a séparé, c'est-à-dire que dans le découpage, disons, électoral, en fait, en découpant, on se donne en fait plus de moyens législatifs, c'est-à-dire on multiplie les députés. Comment allez-vous expliquer, monsieur Perrin, que la collectivité de Lombo et celle d'Oyo et des députés, comme ils ont dit, qu'il y a au moins 50 000 habitants, n'est qu'un seul député? Je ne prends que comme exemple, parce que quand vous lâchez, puisqu'il a reproduit le même scénario au niveau des collectivités, disons, qui sociologiquement lui sont proches, vous voyez qu'il s'assure effectivement cette garantie-là, effectivement, dès le premier tour, parce que, ben, voilà. Donc, je dis, premièrement, il y a donc transposition disons, de ce que j'appelle donc l'apartheid économique et social établi sur, effectivement, la question électorale. Donc, ce n'est qu'un prolongement, un élargissement. Donc, la collectivité de Mouyonzi, c'est une collectivité marginalisée depuis longtemps, pour une raison bien évidente, que c'était, effectivement, parmi les collectivités les plus fidèles au président élu Pascal Lissouba. Il faut le dire, qui n'est pas du point de vue, je vais dire, disons, de la sociologie congolaise. Les gens de Mouyonzi ne sont pas de la même ethnie, de la même région que M. Pascal Lissouba. Mais c'est une collectivité qui a toujours cultivé l'excellence, le travail. Dans cette collectivité, M. Perrin, la pauvreté est considérée comme un handicap. La pauvreté. On n'admet pas la pauvreté. Si vous êtes pauvre, ce qui veut dire que vous êtes un fainéant. Ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Si
vous ne montrez pas, disons, de bonne qualité dans la société, eh bien, on vous considère comme un truand. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est le jour et la nuit. Donc, voilà une collectivité qui a choisi M. Pascal Lissouba en 92 parce qu'il s'estimait qu'il répond effectivement aux critères de leur culture, qui est donc celle de l'excellence du travail, et que par bêtise nationale, on a pensé que c'était pour les démons congolais. Ça n'avait rien à voir. M. Pascal Lissouba, je veux dire, du point de sa culture, appartient beaucoup plus à la cuvette ouest. Il appartient beaucoup plus au groupe Teke qu'au groupe Bembe. Et ils font ce choix-là. Comment voulez-vous que sur ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire sur ces cultures, la culture, c'est qu'il y a, qui nous échappe parfois, ce qu'il y a de plus intrinsèque à notre être. Le PCT ne peut pas gagner une élection à Mouyondi. C'est impossible. C'est aux antipodes des valeurs. Oui. Et alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi cette insistance. J'ai fait un petit papier, disons, dès le premier tour sur cette question. J'ai dit, mais enfin, j'observe, moi, de façon assidue et profonde, disons, les élections de Parlement, tout ce qui se passe, je regarde toujours. Jamais un candidat qui est arrivé à plus de 49% au premier tour n'a perdu une élection. Jamais, je dis bien jamais. Le PCT, dans la logique des choses, aurait pu jeter l'éponge. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils ont dû avoir aussi confiance en Jacqueline Mikolo, qui n'est pas aussi une moindre, parce que c'est une dame quand même intellectuellement assise, non? 22% au premier tour. 22%. Avec, je veux dire, tout ce que l'on peut imaginer qui va avec, c'est-à-dire des moyens colossaux. Des moyens colossaux. Ce n'était pas le cas de l'autre parti. L'autre parti, 49 pour tour, avec pratiquement pas grand-chose. Oui, ça c'est la première remarque. Deuxième remarque. Mais pendant que vous êtes en train d'évoluer, sur quelle base peut-on placer où repose finalement le vote à Mouyondi? Le premier réflexe pour, je vais dire, disons, les populations de cette collectivité, pas question du PS, du PCT, parce qu'ils considèrent que c'est pire qu'une peste. C'est pire qu'une peste. Ils considèrent que le PCT ne répond pas aux critères de valeur, disons, d'excellence, etc. C'est-à-dire pour lesquels, par exemple, ils avaient choisi M. Pascal Lissouba et son parti. Ils trouvent que c'est le jour et la nuit. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez suivi comme moi, disons, les chansons qui étaient en train de sortir. Je reprends. On ne vendra pas le pays pour le fric. On ne vendra pas le pays pour les sous. Monsieur Perrin, si vous avez, je vais dire, disons, connaissez bien l'histoire africaine, ça renvoie à quelque chose. Le 24 août 1958, nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Vous connaissez qui l'a dit. Vous voyez là, hein, 62 ans après, non, 64 ans après, ça s'appelle de la valeur. Je viens de répondre à votre question. Et donc, on peut dire que finalement, à Mouyondi, la démocratie s'est exprimée. C'est cela. Puisque Mme Nari, finalement, a gagné l'élection sur cette base. Ça s'est exprimé. Mais je vous dis, pour ceux qui connaissent la sociologie, disons, de cette collectivité, qu'il n'y avait pas match, il n'y en avait pas. Et le PCT aussi le savait. Et ils le savent. Mais pourquoi ils ont insisté? Première raison, c'était effectivement pour donner l'impression au niveau national et au niveau, je vais dire, disons peut-être international, que la démocratie s'applique. C'est-à-dire c'était pour en gros du cinéma. Et au deuxième tour, c'était beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire un deuxième tour qui n'avait pas lieu. Ce qu'a utilisé le Mouyondi, c'est, je vais dire la collectivité Mouyondi, c'est quoi? Je vais dire en gros. Là-bas, dans leurs termes, ils disent Mouetoualoungoba, c'est-à-dire la stratégie de la cacahuète, qui a fonctionné à 90%. C'est-à-dire que j'ai l'habitude, quand nous avons abordé des questions internationales, des questions de la France avec l'Afrique, je vous avais dit une fois, M. Perrin, qu'il faut trouver un moyen pour désinhiber nos populations. Parce que notre ennemi, c'est-à-dire la France, nous ne pouvons pas l'atteindre. Par contre, nous pouvons atteindre ceux qui sont ses relais, c'est-à-dire donc les dictateurs. Et si un peuple se décomplexe, si un peuple prend confiance en lui, si un peuple effectivement se retrouve dans ses valeurs, c'est-à-dire les exprime, c'est-à-dire que s'il y avait cela au Congo, M. Sassou Nguesso aurait été viré depuis très longtemps. Je vous le dis, M. Perrin, si par exemple, parce qu'on a l'habitude de dire par un raccourci que M. Sassou Nguesso, c'est l'homme du Nord, mais je vous le dis, si par exemple,
je vais dire, nous sommes dans un contexte où on pouvait dire, y compris déjà à partir de 92, quand il y a eu les premières élections législatives, que s'il fallait organiser une élection au Nord, M. Sassou Nguesso n'aurait pas été le candidat de nos compatriotes du Nord. Il aurait été viré dès le premier tour. Oui, il aurait été viré dès le premier tour parce qu'il n'offre aucune garantie de sérieux, il n'offre aucune garantie, disons, de compétence. Il n'est outillé en rien que dans le crime multiforme, c'est-à-dire financier, humain, etc. Oui, donc qu'est-ce qui peut faire que, parce que les marxistes disent souvent le capitaliste n'a pas de patrie, il n'a que ses intérêts. Mais je vais dire, disons, le dictateur aussi n'a pas de patrie. Le dictateur, disons, n'a pas d'ethnie. Le dictateur n'a comme seul intérêt que le pouvoir. Il n'y a que ça. Donc, sur cette base, quand je dis que, effectivement, la stratégie de Mouyondi, sur la première phase, parce qu'il faut dire deux phases, sur la première phase, ça a fonctionné à 90%, c'est-à-dire le premier but, ce n'était pas, disons, d'aller prendre le pouvoir, puisque le pouvoir est militaire. Ce n'était pas le but d'aller influencer, disons, l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale est ce que nous connaissons tous, c'est-à-dire uniquement une chambre d'enregistrement. Donc, il y avait au plan... Oui, avant que cela ne puisse nous échapper, vous avez dit, et j'ai retenu d'ailleurs que la dictature n'a pas d'ethnie, mais vous avez dit bien avant qu'à Mouyondi, on a utilisé la stratégie, oui. Je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça fonctionne? C'est justement ce que je voulais expliquer. En réalité, chez nous, l'élection n'a aucun intérêt. Et vous avez remarqué que même au niveau de la mobilisation, c'est-à-dire au niveau tout simplement, je veux dire, de l'épisode lui-même, ça n'intéresse pas les Congolais. Par contre, la question de Mouyondi intéressait les gens. Je ne sais pas si vraiment. On avait l'impression que c'est une présidentielle qui est en train de se dérouler. Toutes les attentions étaient cristallisées sur Mouyondi, bien entendu. Alors que, objectivement, c'est-à-dire du point de vue de l'objectivité politique, c'est-à-dire du point de vue de ce que l'on peut attendre, effectivement, disons, d'une élection législative, je rappelle et je répète, il n'y avait aucun enjeu. Puisque nous venons de dire, le PCT, à partir des différentes magouilles, avait déjà, effectivement, sa majorité écrasante dès le premier tour. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette mobilisation-là? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette cristallisation-là? Je dis pour le PCT, c'était pour donner, effectivement, l'impression de la démocratie, alors que nous savons que ça n'a aucun sens à partir du moment où tout est déjà acquis dès le premier tour. Par contre, la stratégie de la cacahuète, c'est-à-dire, je rappelle ce qu'on appelle là-bas, Mouet ou Alunguba, ben, ça veut dire qu'il faut trouver une stratégie qui permet effectivement de redonner confiance, de redonner, disons, assurance, de désinhiber la population de telle sorte que ni l'arme, ni, je vais dire, disons, les intimidations ne puissent avoir leur place. Et je dis ça a fonctionné à 90%. À 90%, puisque les jeunes étaient déterminés. Donc là, je parle de la première étape. La première étape a fonctionné. La deuxième étape, c'est laquelle? Parce que nous disons que ça n'a aucun intérêt, puisque le MES, effectivement, n'a qu'un seul candidat, pardon, un seul député. Donc, vous voyez que ça n'a pas de sens. Par contre, la stratégie, disons, de la cacahuète, on pouvait s'attendre, après la première étape, c'est-à-dire celle de la prise de conscience, celle de la prise, effectivement, disons, d'assurance. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis pour que l'on comprenne, disons, mon cher Christian? Que dit Étienne Dabo ici? La première raison de la désobéissance, la première raison, effectivement, qui fait que les gens aillent pour la servitude volontaire, c'est l'habitude. C'est la formule d'Étienne Dabo ici. La première raison pour laquelle il y a effectivement, disons, cette forme d'obéissance volontaire, c'est l'habitude. Donc, les gens étaient entrés dans l'habitude. Il n'y a aucun intérêt. Et quand vous brisez cette servitude volontaire, ça donne ce que nous avons suivi à Mouyondi. Donc, en quelque sorte, sur la théorie générale, disons, de la servitude volontaire, Mouyondi vient de briser cela en disant plus jamais. C'est conforme à leur histoire. C'est conforme à leur histoire. Pourquoi je dis conforme à leur histoire? En 99, parce que quand je dis le PCT, selon les gens de Mouyondi, c'est le parti du crime. En 89, M. Sassou Nguesso leur a envoyé des Angolais. Il y a eu des morts de part et d'autre. Ils ont eu la tête, le scalp, disons, du chef missionnaire des Angolais. On n'oublie pas des choses comme ça. Oui. Donc, je disais, la première phase, la stratégie de la cacahuète a marché, c'est-à-dire qu'à 90%, on a réussi à redonner confiance à la population, à les désinhiber,
à leur dire jamais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit Ouskouni, ça veut dire casse-toi en français. Mission réussie, casse-toi. Donc, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ça pouvait être dans l'immédiat, ça pouvait être pour l'avenir. Dans l'immédiat, c'est quoi? Quand ils disent Mouet Walunguba, c'est-à-dire la stratégie de la Kakawet. On pouvait s'attendre à ce que le PCT confirme à ses habitudes, veulent casser de la cacahuète et de la consommer. Je pense que c'était dans la logique. Moi, quand j'ai vu qu'ils acceptaient d'organiser la deuxième, je veux dire, disons le deuxième tour, qui n'avait aucune raison, je me suis dit, ben, ils vont mordre effectivement l'hameçon. C'est-à-dire qu'ils vont tomber dans le piège, dans la stratégie de la cacahuète, qui consiste à se dire, on va casser de la cacahuète, c'est-à-dire on va casser du mouillonzé et ensuite, effectivement, le brouter. Ils se sont arrêtés à temps. Mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Parce que si on connaît bien les méthodes du PCT, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils ne vont pas s'arrêter là. Donc, ils ont suspendu. Et je pense qu'il a dû y avoir un débat au sein de pour lui. Est-ce que ça en valait la peine? Objectivement, ça n'en valait pas la peine. C'est la 5e fois que je le répète. Mais ils ont insisté et ils se sont arrêtés. Et bien, donc, la deuxième phase, c'est-à-dire la première phase a fonctionné à 90%. La deuxième phase, elle, est en suspens. Et nous allons le voir effectivement dans les mois. J'espère que j'ai été Oui, clair. évidemment, vous pouvez avoir raison parce qu'à un moment donné, nous avons même appris qu'il y avait des hommes en armes, enfin en uniforme, qu'on avait envoyés autour de Mouyondi. Tout le monde se posait la question, mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi tout cela? Au cours d'une élection législative, le premier tour, c'est vrai que Mme Minari était première parce qu'elle avait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 49%. Et pourquoi donc avoir envoyé ces hommes en uniforme autour de Mouyondi? Pour quelle raison? C'était parce qu'au sein du parti criminel, il y en a qui étaient effectivement pour la méthode classique, ce qui consiste à imposer la victoire par la force, c'est-à-dire le coup d'État perpétuel. Et puis d'autres qui n'y étaient pas, qui pensaient, par rapport effectivement à la première thèse, la thèse que j'ai développée au départ, qui consistait à faire uniquement de Mouyondi, effectivement, un marketing démocratique. Il n'était pas, je veux dire, disons, il ne s'accordait pas, disons, de façon consensuelle, il ne s'accordait pas, disons, à 100%. Il y en a qui étaient pour imposer la loi, en se disant, il ne faut pas laisser effectivement cela. C'est toujours comme ça. Hein, c'est en quelque sorte, disons, permanent au PCT, c'est-à-dire la victoire par la force. Oui, donc, ce mouvement-là, ce courant-là existe toujours. Le PCT, c'est le parti du coup d'État permanent. Le PCT, c'est le parti du crime. Le PCT, c'est le parti du pillage. Le PCT, c'est le parti des antivaleurs. Ils sont comme ça. Donc, comme pour dire, cet épisode a permis au PCT en fait de tâter le terrain pour voir est-ce qu'on pouvait forcer les choses ou, comme ça n'a pas marché, on recule et puis on essaie de regarder d'autres stratégies jusqu'à dompter cette zone, c'est cela? Il y en a qui étaient pour casser la cacahuète et la brouter. Et c'est là que la deuxième phase avait commencé. C'est pour ça que je dis que la deuxième phase était suspendue. C'était la casser et puis, disons, la consommer, la brouter. Ils se sont arrêtés à temps. Je ne suis pas sûr que en cherchant la brouter, ils s'en seraient sortis. Ça, je peux vous le dire. Je ne vais pas dans le détail. Je ne suis pas sûr qu'ils s'en seraient sortis. Donc là, effectivement, ils se sont arrêtés à temps. Donc, mais la première phase a fonctionné à 9 sur 10 parce que, effectivement, par leur stratégie qui n'a pas exactement fonctionné comme telle, la grande majorité des Congolais étaient en train de regarder Mouyondi, pas avec les mêmes lunettes que le pouvoir, parce qu'au moment où le pouvoir regarde effectivement cette collectivité comme une collectivité ennemie, comme une collectivité qu'il faut écraser, une collectivité qu'il faut effectivement, à qui il faut imposer le drapeau rouge du PCT. Il faut le préciser, il faut le préciser. Mouyondi n'a pas dit non à l'État. Mouyondi n'a pas dit non à la communauté nationale. Mouyondi a dit non au PCT. C'est très important la nuance. C'est très important. Et ça vous fait ressortir là une manipulation qui était, disons, entretenue par le pouvoir. Monsieur Perrin, pour tous ceux qui connaissent, disons, minimalement ce que c'est que l'État, mais le meilleur député ne peut rien pour une collectivité. Quel rapport entre un parti politique et puis le fonctionnement de l'État? Parce qu'une collectivité territoriale fait partie de l'État. Il n'y a aucun rapport. Absolument aucun rapport. Oui, donc, soit par bêtise, ils étaient en train de dire clairement au Congo que c'est le parti-État, c'est-à-dire que l'État n'existe, il n'existe que le parti. C'est ce que ça signifie quand vous dites que pour améliorer les conditions de vie de Mouyondi, il faut voter le PCT, alors que le PCT, c'est un parti politique. La décision n'appartient pas au parti politique, ça appartient à l'État.
le meilleur député du monde ne peut rien faire, disons, pour une collectivité, puisque son but, c'est voter la loi. Nous ne sommes pas dans un mandat impératif, nous sommes dans un mandat représentatif, c'est-à-dire que le député est élu non pas pour servir la cause locale, mais pour servir la cause nationale. C'est ce système-là au Congo, comme en France. Donc, le mur des députés, avez-vous dit, ne peut rien pour sa localité. Non. Il y a dans un de ces articles, Libération titré Congo-Brazzaville, l'élite politique fonctionne comme une mafia. Peut-on faire un lien avec la manière dont les élections législatives, par exemple, 2022, venaient d'être organisées et tout ce qu'on est en train de dire là? Mais c'est ainsi depuis longtemps. Vous voyez bien que, disons, la phrase, disons, que vous rapportez, disons, de libération, je vais dire, a précédé, disons, cette élection. Oui, donc c'est ainsi. Je suis en train de dire que le Parti congolais du travail, c'est le parti du coup d'État permanent, c'est le parti du pillage, c'est le parti du crime. Donc, quand, je veux dire, Libération lui dit, il ne fait que reprendre ou rappeler ce que tous les observateurs connaissent. Ouais, donc, c'est cela. Et donc, je veux dire, sur cette base, la législative de Mouyonzi, c'est-à-dire, c'est l'écosystème politique et électoral congolais. C'est-à-dire qu'à partir, en analysant ce qui s'est passé à l'occasion de cette législative, vous avez, en faisant une bonne lecture, en utilisant les moyens d'analyse, vous avez la réalité de tout le pays. Vous avez la réalité de tous les pays. Et donc, la deuxième phase, je reviens là où je me dis, la deuxième phase, elle n'a pas, je vais dire, montré encore, je vais dire, disons, sa particularité, puisque soit, effectivement, on avait la deuxième phase, je vais dire, dans l'immédiat, si effectivement le PCT avait osé, effectivement, disons, casser la cacahuète et puis la brouter, ils ont appuyé sur pause. Mais, en fait, c'est décalé. C'est-à-dire, ils vont se dire comment est-ce qu'il faut résoudre cette question, comment est-ce qu'il faut corriger la présidente du mars. Donc, vous voyez que le défi est bel et bien lancé. Soit, effectivement, les autres collectivités, vous avez vu sur les réseaux sociaux comment les autres collectivités ont regardé, ils se sont dit, mais enfin, comment ils se sont arrangés? Oui, parce que si effectivement, ils avaient osé casser, disons, la cacahuète, ben, les autres se seraient dit, nous nous retrouvons dans la situation de Mouyonzi et nous devons également réagir. Comme je venais de vous le dire, je veux dire, le bien-être n'a pas d'ethnie de la même façon que, je veux dire, le dictateur n'a pas d'ethnie. Le dictateur n'a pas de régime d'ethnie, il n'a que son pouvoir, point barre. Espérons bien que finalement le projet de casser cette cacahuète sera abandonné par le PCT parce que finalement c'est sans intérêt. Passons à l'actualité internationale, professeur Félix Bakunda Pélé, l'Afrique au cœur des luttes d'influence. Les États-Unis avaient annoncé une campagne bien sûr diplomatique pour contrer l'influence russe en Afrique. Il y a eu d'ailleurs la loi que certainement vous avez pris connaissance de cette loi, HR 7311, pour contrer l'influence russe en Afrique. Et depuis là, un balai diplomatique des Occidentaux accourt, disons, en Afrique. Commençons d'abord par la visite du président Emmanuel Macron et bien sûr du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, qui se sont rendus en Afrique. Est-ce qu'on peut parler en termes de coïncidence d'agenda ou une campagne de séduction? Monsieur Perrin, je pense l'avoir dit une fois auprès de vous, auprès de votre micro, cette phrase du président gabonais Omar Bongo. Le Gabon est comme une jeune fille belle à qui tout le monde veut faire la cour et qui ne se donnera au plus au fond. Paul Biya va vers ses 90 ans. Il est né en 1933. Il va vers ses 90 ans. Et en réalité, on peut se dire, mais au fait, pourquoi Macron a choisi le Cameroun? Pourquoi? Première économie d'Afrique centrale. Pays le plus dynamique dans la sous-région. Et qui venait d'initier à l'image disons, du Centrafrique, qui n'a pas le même prix, le même poids que le Cameroun, mais qui venait lui également de tendre la main, je vais dire, disons, à la Russie. J'ai écrit sur le sommet qu'il y a eu en 2019, le sommet de Sochi, entre l'Afrique, le sommet, disons, africain, russe de Sochi. J'avais dit, dans quelques temps, je l'avais intitulé comment exactement? Sommet
Russie, Afrique de ceci, le rendez-vous des hypocrites et des autocrates. Voilà ce que j'avais écrit. Parce que, M. Perrin, en général, le calcul que font les dirigeants africains, c'est celui de la quête des parrains. C'est-à-dire qu'il y a là un décalage total entre, effectivement, les aspirations des populations et les aspirations des dirigeants. Les dirigeants, c'est-à-dire que le fameux choix, disons, de l'indifférence qui a été noté pour le vote du 2 mars de cette année, disons, au niveau des Nations Unies, n'était pas, je veux dire, inspiré, comme parfois les gens l'ont pensé, uniquement par des raisons, effectivement, disons, de ne pas s'ingérer, disons, dans une affaire qui ne les concerne pas. Non, les gens se sont trompés. C'était beaucoup plus parce que la grande majorité des dirigeants africains ne voulaient pas, effectivement, je veux dire, s'engager par rapport à leur calcul, par rapport à leur stratégie, qui est celle de la recherche des parrains. Et donc, quand ils regardent, ils se disent, bon, mais voilà, si celui-ci me lâche, il faut que j'aille dans les mains de l'autre, et vice-versa. Et donc, le président Paul Biya, qui est à la tête de l'État, je vais dire, le plus dynamique et le plus important, l'Afrique centrale, s'est dit, c'est peut-être maintenant qu'il faut faire bouger le jeune Macron qui m'a défié en quelque sorte, bon, pour effectivement... Une sorte de chantage, alors. Voilà, c'est exactement ça. En faisant ceci, il va y avoir cela. Et là, effectivement, Macron a réagi de la manière dont, effectivement, il faut s'attendre quand, effectivement, je vais dire, disons, m'excuser la vulgarité, je vais dire, quand, effectivement, un mec voit, effectivement, une jolie et belle fille. Et donc, là, Macron ne s'est pas retenu, il faut y aller. Voilà la raison, effectivement, pour laquelle la France se bouge et en ricochet, disons, les États-Unis, c'est le retour, bel et bien là, de façon ouverte, de la guerre froide. C'est-à-dire que, effectivement, les enjeux qui étaient effectivement ceux de 1945 à 1990 reviennent effectivement de façon tout à fait claire et nette. C'est bien cela. Maintenant, on me pose la question de savoir, pour Lavrov et donc la Russie, c'est quoi? C'est tout à fait dans la même logique. Qu'est-ce qu'ils se disent? Bon, on ne sait pas ce qu'ils ont mis effectivement à l'intérieur, hein, parce qu'il était porteur du courrier. Je vais tenter de donner, je vais dire, des indications. Mais je vais dire, c'est en quelque sorte effectivement la concurrence de façon ouverte. Hein, de façon ouverte. Et donc, pour la Russie, ils savent, je vais dire, les acteurs savent qu'il suffit d'y aller. Rien que d'y aller, sans même, je vais dire, je prends l'hypothèse où le fameux courrier de Lavrov, que portait Lavrov pour Sassou, n'avait rien, c'est suffisant. On va quand même avancer. À Addis Abeba, je sais que vous l'avez suivi, en Éthiopie, là où se trouve d'ailleurs le siège de l'Union africaine, hein, tout le monde le sait, Sergueï Lavrov a invité l'Afrique à ne pas soutenir le monde régi par les Occidentaux. Alors, dans la même période, Emmanuel Macron, qui était donc à Cotonou, traitait la Russie d'une des dernières puissances impériales coloniales. Donc, je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait de son discours et on revient sur ce plateau. La Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe, voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose, même s'ils vous tiennent le discours inverse. Professeur Félix Bakunda-Pele, que voulait dire Macron par ces mots au point de traiter la Russie d'une des dernières puissances impériales? C'est quoi? Et en terminant par ceci que le reste relève en quelque sorte de l'hypocrisie. Est-ce que vraiment les Africains ont encore besoin de ce genre de discours? Disons, cette affirmation avait deux sens. La première, oui, vous nous reprochez ceci et vous n'avez pas tort, c'est-à-dire le fait que la France a entretenu un empire colonial.
mais l'autre n'est pas meilleur que nous. Donc, tout en faisant en quelque sorte le mea culpa, c'est-à-dire en reconnaissant ce qu'a été la France dans l'histoire, ils disent, mais la Russie ne procède pas pour d'autres raisons que, effectivement, celles qui ont inspiré la France elle-même. Voilà ce qu'il a voulu dire. Il faut dire que, ben voilà, ne vous y trompez pas. Et que si vous faites semblant de ne pas savoir, vous êtes dans l'hypocrisie. Question d'hypocrisie. Il faut bien le dire. La politique est essentiellement la politique internationale. C'est d'abord et avant tout une puissante, disons, hypocrisie. Un seul exemple. Quand M. Tshisekedi est élu en décembre 2018, qui n'était pas le candidat de la France ou de l'Occident, puisque le candidat de l'Occident était Martin Fayulu. Que dit M. Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de la France? Il dit ceci. L'élection s'est terminée par une forme de compromis à l'africaine. Autrement dit, ce n'était pas démocratique. Il n'avait pas tort, objectivement. Nous savons ce qui s'est passé. Et 3 mois après, le président Félix Tshisekedi le reçoit à Kinshasa. Que dit le même Le Drian quand il sort, effectivement, disons, du palais présidentiel RDCien? Il dit ça a été une élection démocratique qui s'est déroulée selon les conditions, disons, de la démocratie. Le même qui a dit que c'était un compromis, au sommet de réception par Tshisekedi, il dit totalement le contraire de ce qu'il avait dit 3 mois plus tôt. Comment on appelle ça? À 3 petits mois d'écart. Donc, c'est de dire d'abord que les relations internationales, c'est d'abord et avant tout de cela l'hypocrisie. Mais il faut dire autre chose. Ça, c'est non pas par rapport au discours de Macron, hein, parce qu'au fond, ça n'a rien de nouveau, ça, tout le monde le sait. Mon cher Christian, on doit regarder, je veux dire, le plus souvent la lecture que fait l'élite principalement, l'élite africaine ou les Africains de Frambourg. Je pense que pour le commun des Africains, c'est d'abord et avant tout par une forme de naïveté. Mais l'élite africaine triche beaucoup. L'élite africaine triche beaucoup dans la lecture des faits. Cher Christian, nous savons par exemple que la colonisation, le phénomène colonial est un phénomène criminel. Il n'y a pas de débat là-dessus puisque eux-mêmes le reconnaissent. Mais Christian, Sassou Nguesso est arrivé en 1997, dans les conditions que tout le monde connaît. Sassou Nguesso a fait combien de morts au Congo? Aujourd'hui, on peut se poser la question. Sassou Nguesso a avoisiné les 10% de crimes de la population congolaise. Et alors, on peut se dire, entre Sassou Nguesso et le colonisateur, qui a fait plus de crimes? Combien de membres de l'élite en parlent? Nous sommes là devant un fait qui est objectif connu. Sassou Nguesso a tué près de 10% de sa population. On parle de 100 à 400 000. Au moment où nous étions 3,5 millions d'habitants. Je prends un exemple, je vais dire M. Obenga, qui a écrit l'histoire sanglante du Congo-Brazzaville. Il faut le lire. Il faut le lire. Il dit quelque part d'ailleurs que Pierre Anga a été traqué comme un gibier. C'est lui qui le dit. Et il remonte l'histoire. Il ne va pas dans le détail, hein, notamment en ce qui concerne pourquoi, en fait, on peut le dire. Parce que l'ouvrage est sorti en 98. L'ouvrage est sorti en 98. Bon, nous étions, moi, je vais dire, il savait ce qui est en... Il aurait pu, disons, décaler un peu. Il aurait pu également faire une deuxième édition. L'ouvrage a été acheté partout. Il s'est épuisé, il n'y a jamais eu de deuxième édition. En 90, c'est l'année où il y a eu effectivement les centaines de milliers je vais dire, de crimes. Moi, je souhaite que M. Obenga fasse la nouvelle édition, où il intègre les événements de 98. Donc, qu'est-ce qui peut faire que l'élite africaine, l'élite congolaise ne parle pas des crimes de M. Sassou Nguesso? Ça procède également de l'hypocrisie. Oui. Donc, ça, c'est en ce qui concerne effectivement, je veux dire, l'objectivité ou l'analyse que l'on peut faire, disons, du discours de M. Macron. Il y a de la vérité, il y a de l'hypocrisie, il y a de l'objectivité, il y a tout cet ensemble-là. Voilà, une sorte de mea culpa, oui, nous avons colonisé, mais la Russie est également en train de coloniser. Bon, donc, pourquoi le dire maintenant et pas, voilà, je veux dire, peu avant, ou bien quelles sont les leçons qui en sont tirées par rapport à ce qu'il reconnaît comme ayant été effectivement, en quelque sorte, la part d'ombre, entre guillemets, disons, de la France. Pas grand-chose. Donc là, nous sommes effectivement dans le discours classique international qui repose sur l'hypocrisie, la stratégie et non sur l'objectivité. Maintenant, je vais dire pour Lavrov,
en quelque sorte, il prend également, je veux dire, les dirigeants africains, les paysans africains au mot. Voilà, maintenant vous connaissez les faits. Oui, vous avez choisi cette décision-là au niveau des Nations Unies le 2 mars. Bon, maintenant, on dit quand le vin est tiré, il faut le boire. Affirmez ouvertement que vous êtes de notre côté. Là, c'est une grande question qui reste posée, mais dont nous n'allons pas tarder effectivement à voir, disons, les suites, puisque aussi bien les États-Unis, vous venez effectivement de rappeler les différents discours, les différentes activités, également affirment que, voilà, notre position, c'est celle-là. Bon, les Américains sont comme ça, hein, vous l'avez bien dit, ils ne tiennent pas le même discours de rigueur à l'endroit, effectivement, de la Turquie devient d'autres États, de l'Inde, mais en Afrique, ils imposent. Bon. Évidemment, c'est ce que l'on constate d'ailleurs, puisque nous parlons de l'international. La visite donc de l'ambassadrice américaine à l'ONU, bien sûr, Madame Linda, que vous connaissez très bien, Thomas Greenfield, qui est arrivée en Ouganda après le Ghana, a commencé à menacer les Africains. Enfin, c'est ce que ça donnait. D'abord, il y a le reportage, tout à l'heure, on va le balancer. Et donc, elle menace tout pays africain qui tenterait de mener ou de faire les affaires avec la Russie, dans le cadre, bien sûr, des produits qui sont sous sanction, donc le gaz et le pétrole. Pourtant, dans le même temps, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la Turquie, la Chine, l'Inde ont conclu des grands contrats, bien sûr, commerciaux avec la Russie, dont le pétrole et le gaz. Pourquoi est-ce qu'on prend toujours les Africains comme des petits-enfants à qui on peut imposer tout? Mais avant de répondre, je préfère qu'on suive d'abord ce reportage. On reviendra sur le plateau pour le commentaire. Si un pays décide de faire affaire avec la Russie là où il y a des sanctions, il enfreint ces sanctions. Il enfreint nos sanctions et par conséquent, il enfreint les sanctions de l'ONU avec d'autres pays. Nous conseillons aux pays de ne pas enfreindre ces sanctions, car s'ils le font, ils risquent de faire l'objet de mesures à leur encontre pour avoir enfreint ces sanctions. Alors, donc, vous avez suivi avec moi Madame Linda Thomas Greenfield, qui dit aux Africains, attention à tous ceux qui vont faire ou tenter de faire les affaires avec la Russie dans le cas du pétrole et du gaz. Tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a bien d'autres pays déjà qui ont conclu des grands contrats avec la Russie, mais qui ne s'inquiètent de rien, qu'on n'interpelle pas. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Cher Christian, moi j'ai toujours dit qu'on ne peut pas comprendre l'attitude, la stratégie, ou plutôt l'absence de stratégie de l'Afrique au plan international si on ne dit pas l'élément déterminant qui caractérise ces pays. Cet élément, c'est quoi? C'est l'impuissance. C'est la faiblesse. C'est le fait qu'en fait, ils ne pèsent pas au niveau international. Et ça fait que, justement, pour tenter de survivre, parce qu'ils ne se bornent pas uniquement à la menace, il y a des moments où ils sont passés à l'acte. Vous-même, vous avez souvent me posé le cas du Congo. Le cas du Congo a démontré en 1997 que quand, effectivement, je passe rapidement pour ne pas effectivement nous perdre dans les idées, que quand effectivement le président Chirac se déplace au Congo-Brazzaville le 18 juillet 1987, il dit démocratie, 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 et qu'un an après, effectivement, quand ils se rendent compte que non, ça ne va pas dans le sens, le même tient le discours inverse, un peu comme le cas nous venons de voir. Donc, la première raison, la première, je vais dire, disons, caractéristique de l'Afrique au plan international, c'est qu'elle n'existe, elle ne pèse pas. Elle est faible. Et les relations internationales, c'est d'abord et avant tout une affaire de rapport de force. Ce n'est pas un scoop que je dis là, tout le monde le sait. L'Afrique est la dernière roue du carrosse. L'Afrique, c'est la partie, je vais dire, disons, la plus faible, effectivement, de l'univers. Ça ne veut pas dire grand-chose, on peut tout se permettre. Et la raison pour laquelle elle est simple, et très franchement, je pense que tout le monde a compris, c'est parce qu'avec l'Afrique, on peut tout se permettre, l'Afrique ne réagira pas. Et ce qui est quand même regrettable dans cette affaire, c'est que les premiers à le savoir, c'est les dirigeants africains. C'est eux qui auraient pu parer à cela. Ils ne le font pas. Pourquoi? Mais tout simplement parce que leur pouvoir passe d'abord avant la puissance de l'Afrique. Le premier ennemi de la puissance africaine, mon cher Christian, c'est les dirigeants africains. Les dirigeants africains, de façon quasi générale, sont contre la puissance d'Afrique parce que ça n'arrange pas leurs intérêts, ça n'arrange pas leur pouvoir, ça n'arrange pas effectivement leur souveraineté personnelle. Voilà effectivement la raison pour laquelle on peut tenir ce discours-là à long de l'Afrique. Ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir
sans cette puissance. Et cette puissance, pour qu'elle s'exprime, il faut que les dirigeants africains disparaissent ou deviennent modestes. Ce n'est pas possible. Voilà l'engrenage dans lequel nous trouvons, mon cher Christian. C'est là le problème. Voilà. C'est là le problème. On va terminer donc par la visite controversée de Nancy Pelosi, qui s'est rendue donc mardi 2 juillet dernier à Taipei, ignorant bien sûr toutes les menaces brandies par Pékin. 31 ans auparavant, Madame Pelosi était sur la place Tiananmen en 1991. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Vive la démocratie. Il y a 31 ans, égale à elle-même. Vous savez ce qu'il a opposé avec, je ne sais pas s'il y a cette séquence, il y a 3 petites années avec Donald Trump. Donald Trump qui arrive, effectivement, on prononce le discours, le fameux discours à la nation. Là où il a déchiré le... Voilà. Et effectivement, quand il termine son discours à la nation, il se sent toujours détesté, disons Nancy Pelosi et puis Donald Trump. Bon, mais pour la circonstance, Madame Pelosi avance effectivement pour le saluer et Donald Trump, égal à lui-même également, esquive la main en disant « je ne peux pas vous saluer ». Et que fait Nancy Pelosi? Le discours qu'il avait à la main, qu'il venait à acclamer, il le déchire devant les caméras. En février 2020, Pelosi a mis en pièces le discours sur l'état de l'Union prononcé par le président Trump, juste après qu'il l'ait prononcé. Même CNN, la chaîne d'obédience libérale, a qualifié ce discours de sans précédent, agressivement grossier et destiné à exciter sa base. C'était un facteur de division, mais efficace. Et ce n'est pas la seule fois qu'elle ait volé la vedette en étant théâtrale. C'est son caractère. C'est son caractère. Donc, vous prenez l'élément de Tiananmen, ça c'est la politique internationale, vous prenez la réponse qu'il a donnée, effectivement, disons, à Trump il y a 3 ans, qui venait, effectivement, disons, d'esquiver sa main pour le saluer. Nancy Pelosi a répondu comme, effectivement, il doit le faire par rapport, disons, aussi bien à ses convictions qu'à son caractère. Donc, il y a du Pelosi là-dessus, dans le geste, mais il y a également des convictions. Voilà. Qu'on le veuille ou pas, effectivement, elle y est allée volontairement pour confirmer ce qu'elle est, mais également pour faire de la politique. Voilà, c'est cela. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire d'autre, mais je vais dire, c'est là, effectivement, le profil américain que représente Pelosi, aussi bien dans les convictions, dans la provocation, que, effectivement, je vais dire tout simplement, donc il n'y a rien de nouveau là, très sincèrement, voilà. Alors donc, on va quitter nos téléspectateurs avec cet extrait, une image que je voudrais que vous puissiez réagir juste après l'avoir regardée. C'est une image où Macron est en fait en Guinée-Bissau, en train de marcher, et je crois qu'il demande au président Sissoko Embalo d'ôter sa veste, mais curieusement, dans cette précipitation, le président Oumaro enlève même la cravate et voilà. Vous allez regarder cette image avec moi et vous nous direz ce que vous pensez de cette image. Suivez. Alors, professeur, vous venez de suivre cette image avec moi. Que peut-on dire de cette image? Hystérie ou soumission, carrément? Bon, de façon naïve, on peut d'abord dire qu'il y a peut-être eu un problème, je veux dire, disons, de compréhension. Parce qu'il y a d'un côté la France et puis un pays lusophone. Donc, le président Mbalo parle bien français, mais parfois avec... Bon, donc, ça peut être pour l'anecdote. Mais plus sérieusement, je pense que le plus souvent, les hommes politiques, quand ils se trouvent, je veux dire, devant une population, surtout pour s'exhiber comme ça, il y a un qui se fait cool, il y a l'autre qui veut se montrer un peu plus cool, pour dire, oui, moi, je peux aller un peu plus loin. Donc, on peut le dire, il y a d'une part, effectivement, une forme, disons, d'obéissance, mais également une façon de dire, oui, mais pour ne pas dire que c'est de l'obéissance tout court, je peux aller plus loin pour dire que, je suis apte un peu à l'initiative autonome ou indépendante, tout simplement. C'est cela. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai pensé, moi, quand j'ai regardé, parce que je me suis également posé la question de savoir comment est-ce qu'il faut lire cela. Bon, oui, c'est ça. Hein, le président Mbalo est jeune, le président guinéen est jeune. Donc, il peut vouloir effectivement dire,
je ne suis pas obligé de m'arrêter à ce que demande le président français. Je peux aller plus loin. Voilà, c'est cela. Très sincèrement, voilà. Moi, je pense qu'il y a... En tout cas, merci beaucoup, professeur Félix Bankou-Dapeli, d'avoir été avec nous pour commenter l'actualité politique du Congo-Brazzaville et l'actualité internationale. Bien, merci à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de nous avoir encore choisis aujourd'hui, de nous avoir prêté votre attention. Likez, partagez et vous pouvez également cliquer sur les étoiles pour soutenir financièrement votre chaîne Teler TV. On se dit donc à très bientôt. Merci Christian Perrin.